All rise, veuillez vous lever. Madame la greffière d'audience, veuillez annoncer cet événement, s'il vous plaît. Greffière d'audience. Il s'agit d'une session spéciale marquant l'ouverture officielle de l'année judiciaire 2026 et cette audience est ouverte. La session spéciale de la Cour pénale internationale marquant l'ouverture de l'année judiciaire 2026 est maintenant ouverte. Thank you very much. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la Cour centra-américaine de justice, Messieurs les présidents et membres des juridictions nationales, régionales et internationales, Madame le rapporteur spécial, mes chers collègues juges de cette Cour, Madame la présidente de l'Assemblée des États parties, Madame et Monsieur les procureurs adjoints, Monsieur le greffier, Madame la vice-présidente de l'Association du barreau de la CPI, Excellences, chers collègues et amis de la Cour qui nous suivent peut-être à distance. Je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à l'ouverture de l'année judiciaire 2026 à la Cour pénale internationale. Comme je l'ai mentionné lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2025, cette cérémonie annuelle constitue un moment important pour nous, pour marquer une pause, réfléchir à l'année qui s'est écoulée et réaffirmer l'engagement de la Cour en faveur de son mandat pour l'année à venir. Au début de cette nouvelle année judiciaire, il est important de rappeler qu'en effet, nous sommes ici parce que nous croyons à la mission de la Cour et à la nécessité de donner aux victimes la justice qu'elles méritent. Dans le même temps, nous nous réunissons ici, dans cette salle d'audience, à un moment extraordinaire. En effet, la CPI, ainsi que d'autres institutions judiciaires de par le monde, font face à des pressions considérables, des mesures de coercition et des tentatives de miner leur fonctionnement. Les valeurs et les principes que nous avions admis comme un fait accompli, tout comme la notion même de l'état de droit, sont contestés et remis en cause. Face à ces défis, l'engagement de la CPI par rapport à son mandat continue d'être indélébile. Au cours de l'année dernière, la Cour a marqué des événements très importants, notamment le jugement de première instance à l'encontre de M. Abdelrahman, qui est devant la Chambre d'appel actuellement, a été marqué par la première condamnation dans la situation au Darfour et de situation renvoyée devant la Cour par le Conseil de sécurité. Les chambres préliminaires ont également délivré de nombreux mandats d'arrêt, même si nombre de ceux-ci continuent d'être sous scellés. Les chambres préliminaires et de première instance ont continué leurs travaux en rendant de nombreuses décisions et en conséquence, la Chambre d'appel continue d'être saisie de nombreux appels définitifs et d'appels interlocutoires qui revêtent une importance capitale. Les deux nouvelles arrestations et remises qui
sont survenus en 2025 montrent que la Cour continuera et doit continuer d'agir en toute indépendance et impartialité s'agissant de ses activités judiciaires en 2026. Aucune de ces réalisations n'aurait été possible sans le personnel qui travaille sans relâche avec dévouement, tant ici à La Haye que sur le terrain. Nous sommes fiers de notre personnel, interne et externe, les professionnels invités et les stagiaires qui continuent d'être attachés à leur travail et à notre cause commune en faveur de l'humanité. Nous sommes reconnaissants aux victimes et aux témoins qui se présentent devant cette cour, car ils croient à la puissance et au pouvoir de la justice. Et bien entendu, nous sommes également reconnaissants envers les États et les partenaires de la société civile dont l'assistance est précieuse pour la Cour. En ce moment, l'on peut recenser 22 000 victimes autorisées à participer à des procédures devant la Cour. Ce nombre devrait s'accroître considérablement en 2026. Un nombre incalculable d'autres victimes de crimes qui ont frappé la conscience de l'humanité se tournent vers nous comme une lueur d'espoir. La Cour continuera de servir la promesse qui a été faite dans le cadre du statut de Rome, à savoir rendre justice aux victimes dans l'accomplissement de son mandat judiciaire grâce à des procédures judiciaires équitables et impartiales. Excellence. Dans son essai de 1877, L'histoire d'un crime, Victor Hugo a écrit, et je cite, « On peut résister à l'invasion des armées, mais l'on ne peut résister à l'invasion des idées. » En écrivant cela, il a tenté de nous rappeler du pouvoir intrinsèque et de la résilience que les idées ont et la capacité qu'elles ont de trouver un écho dans notre conscience collective. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons réaffirmer ces idées fondamentales qui nous unissent, à savoir les valeurs de la justice et de l'humanité qui transcendent les frontières. C'est donc l'occasion pour nous de réfléchir à notre engagement envers le système du statut de Rome, mais j'espère que c'est aussi l'occasion solennelle de nous unir, nous qui sommes déterminés à faire en sorte que l'état de droit prévale. Notre promesse qui est importante est de réaliser un monde plus juste pour les générations futures. Cela peut paraître impossible si nous travaillons indépendamment les uns des autres, mais ensemble nous pouvons relever quelques défis que ce soit qui puissent se profiler sur notre chemin. Merci. Avant d'aller plus avant, nous aurons le plaisir d'assister à une prestation musicale. Cette année, nous avons le plaisir d'avoir le groupe Folk Ensemble Pazizi, une chorale géorgienne qui va se produire devant nous avec le soutien généreux de la municipalité de Poti. Je les invite à se présenter.
Thank you. Je vous remercie et je vais maintenant donner la parole au procureur adjoint de la Cour pénale internationale, Madame Nazat Shamin Khan. Madame, vous avez la parole. Madame la présidente de la Cour, Monsieur le président de la Cour centra-américaine de justice, Madame la vice-présidente de l'Assemblée des États parties, Mesdames et Messieurs les juges, Monsieur le greffier, Madame la vice-présidente de l'Association du barreau de la CPI, Excellences, représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs de la société civile et de la communauté internationale de manière plus générale, Mesdames et Messieurs les invités. Au nom du procureur adjoint Nyang et en mon nom propre, j'ai l'honneur et le privilège de m'adresser à vous aujourd'hui au cours de cette cérémonie solennelle qui marque l'ouverture de l'année judiciaire. Il s'agit bien plus que d'une tradition. C'est un moment de réflexion, un appel à réaffirmer notre mission partagée, rendre la justice aux victimes des crimes les plus graves et veiller à la pérennité du système du statut de Rome. L'année qui vient de s'écouler a été marquée par des défis et des progrès. Sur tous les continents, les victimes et les communautés affectées ont renouvelé leur confiance en la Cour. Du Darfour à l'Ukraine, des Philippines à la République démocratique du Congo. Leur voix nous rappelle que la CPI n'est pas une abstraction. Il s'agit d'une planche de salut, une promesse, que même dans les périodes les plus sombres, le droit reste un refuge et une lueur d'espoir. Nous avons vu des progrès à marquer d'une pierre blanche, des condamnations et des arrestations qui envoient des messages clairs. L'impunité ne gagnera pas. Ces jalons ne sont pas seulement des victoires juridiques. Elles sont le fruit du courage des témoins qui ont osé s'exprimer. Le fruit du travail de notre personnel,
des États parties et des partenaires qui ont tenu bon. Cela démontre également que la justice n'est pas un rêve, mais une réalité dès lors que nous agissons ensemble. Devant vous, aujourd'hui, je suis fier de dire que cette dernière année nous a démontré combien nous sommes résilients en tant que Cour. Cela nous a démontré que nous sommes forts et que nous continuerons à l'être dans la réalisation de notre mandat. Pour ce qui est de l'avenir, je crois que nos priorités sont claires. Nous devons renforcer le lien qui unit la Cour et les communautés affectées. Nous devons rapprocher la justice de ceux qui en ont le plus besoin. Nous allons continuer d'innover en utilisant des technologies de pointe pour améliorer nos enquêtes, l'analyse des éléments de preuve et la présentation dans le prétoire. Ces outils nous permettront d'améliorer notre efficacité et notre transparence et cela bénéficiera à toutes les parties. De la même manière, nous devons incarner les valeurs fondamentales que nous avons adoptées, la redevabilité, l'équité, l'inclusion et l'intégrité. Ce ne sont pas des actes facultatifs ou des gestes de bonne volonté. Il s'agit d'impératifs qui rendent notre travail plus efficace et qui reflètent fidèlement l'esprit du statut de Rome. Toutefois, pour progresser, les partenariats sont indispensables. J'en appelle à un soutien renouvelé afin de faciliter l'exécution des missions, faciliter l'exécution des mandats d'arrêt, partager des informations et protéger les témoins. Il ne s'agit pas de simples actes de générosité. Non, il s'agit d'obligations juridiques essentielles pour assurer la crédibilité de ce système. Alors que nous entamons cette nouvelle année judiciaire, continuons à être résilients, continuons à être solidaires. État, société civile, victimes et la Cour elle-même. Avec la conviction que la justice n'est pas un luxe, mais le fondement de la paix. Dans un monde en proie à des menaces et à la désinformation, une vérité perdure. En droit international, chaque vie a la même valeur. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you, Madame Deputy Prosecutor. Merci, Madame le procureur adjoint. Je vais maintenant inviter la vice-présidente de l'Association du barreau de la CPI, Madame Anta Kissé, à bien vouloir prendre la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Cour centra-américaine de justice, Mesdames et Messieurs les juges de la Cour, Madame la vice-présidente de l'Assemblée des États parties, Madame et Monsieur les procureurs adjoints, Excellences, distingués invités, Monsieur le greffier, confrères et collègues des différentes sections de la Cour. En l'absence de Monsieur Philippe Larochelle, président de l'Association du barreau près la Cour pénale internationale, il me revient l'honneur, en ma qualité de vice-présidente pour la défense, de le remplacer à l'occasion de l'ouverture de cette nouvelle année judiciaire de la Cour pénale internationale. Cette rentrée intervient à un moment particulièrement préoccupant. Le droit international est aujourd'hui attaqué de toutes parts lorsqu'il n'est pas ouvertement bafoué. L'ordre mondial est profondément bouleversé et l'équilibre difficilement construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale vacille de plus en plus. Lorsque le statut de Rome a été adopté il y a près de 30 ans, existait la conviction que la permanence de la Cour devait constituer une garantie essentielle à son indépendance, afin de lui permettre de résister aux changements politiques, aux soubresauts de ce monde. Pourtant, cette année encore, la Cour et ceux qui la servent sont confrontés à la multiplication de sanctions injustifiées et à des formes de pression et d'intimidation inacceptables. Dans ce contexte, cette rentrée judiciaire revêt un caractère symbolique fort. Elle nous permet de nous réunir et d'affirmer notre unité en tant que famille judiciaire. J'utilise ce terme à dessein. Comme dans toute famille, des désaccords peuvent exister.
des incompréhensions survenir, voire des affrontements, des confrontations, heureusement limités à l'enceinte judiciaire. Mais face à l'adversité, ce sont la solidarité, le soutien mutuel et l'attachement à des valeurs communes qui doivent toujours prévaloir. Cette unité, nous la pratiquons quotidiennement au sein de la BCPI, qui porte la voix des conseils et du personnel de soutien, qu'ils interviennent pour la défense, pour les représentants légaux des victimes ou pour l'assistance aux témoins. Notre travail quotidien est jalonné de défis concrets. Rencontrer des victimes et des témoins dans des conditions de sécurité parfois difficiles, garantir qu'ils puissent être entendus, mener un travail juridique rigoureux et accomplir une mission pédagogique essentielle auprès de nos clients pour leur expliquer le fonctionnement de la Cour, sa procédure et les décisions rendues. Nos points de vue peuvent diverger, mais nous savons nous rassembler pour défendre ce qui est fondamental à l'exercice de nos fonctions. C'est dans cet esprit que la BCPI continuera au cours de cette année judiciaire, comme les précédentes, à se mobiliser pour une politique d'aide légale garantissant des conditions de travail dignes pour les personnels des équipes de défense et de la représentation des victimes. Leur engagement et leur abnégation ne doivent pas faire oublier qu'eux aussi doivent être reconnus et protégés au même titre que le personnel de la Cour. Par le travail de chacun, sur le terrain, dans les salles d'audience, les services administratifs, techniques ou d'interprétation, nous contribuons collectivement à l'œuvre de justice qui constitue le cœur même de la mission de cette Cour. Nous savons tous que la Cour pénale internationale ne peut remplir pleinement son mandat que si elle demeure indépendante et protégée de toute forme de pression. Mais cette nouvelle année judiciaire doit aussi être un moment d'espoir. Lorsque la peur ou le découragement menacent de s'installer, tournons-nous vers celles et ceux qui, dans les pays de situation, continuent courageusement d'exercer la justice dans des conditions infiniment plus difficiles. Qu'ils sachent, de la Palestine au Soudan, du Yémen au Burundi, de la Géorgie à l'Afghanistan ou à l'Ukraine, que par respect pour eux et pour les populations concernées, nous ne renoncerons pas. Nous continuerons à défendre l'état de droit et le droit international, en contribuant au meilleur de nos capacités à des procédures équitables, respectueuses des droits des accusés comme de ceux des victimes. C'est en tout cas l'engagement de la BCPI, conseil et personnel de soutien de la défense et des victimes. Plus que jamais, nous assurerons la défense vigoureuse de nos clients. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année judiciaire 2026. Thank you very much. Merci beaucoup, Maître Guisset. À présent, j'invite le greffier de la Cour, M. Osvaldo Zavala-Hiller, à prendre la parole. Madame la vice-présidente de l'Assemblée des États parties, Madame la présidente de la Cour et Madame, Messieurs les vice-présidents de la Cour, Mesdames, Messieurs les juges, Madame, Messieurs les procureurs adjoints, Monsieur le Président de la Cour centrafricaine de justice, Madame le rapporteur spécial, Madame la vice-présidente de l'Association du barreau de la CPI, Excellences, distingués invités, chers collègues de la Cour. C'est un immense honneur pour moi que de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire de 2026. C'est un moment crucial qui nous invite à réfléchir, comme l'a dit Madame la Présidente, à l'année derrière nous. Et plus important encore, c'est un exercice prospectif, car nous sommes conscients des défis et des opportunités qui s'offrent à nous. Nous devons agir
conscients de la complexité et de la situation en évolution dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui et réfléchir à la manière dont la résilience et la force de notre institution est plus que jamais nécessaire. Comme l'a dit Madame la Présidente de la Cour, nous, collectivement, sommes ici parce que nous croyons à la mission de la Cour et à la nécessité d'offrir aux victimes la justice qu'elles méritent tant. Nous devons parler sans embâge. Les menaces et les mesures de coercition qui visent notre institution et qui visent les représentants élus de notre institution ont pour but d'empêcher, d'entraver l'exécution de notre mandat. À ce jour, 8 de nos juges actuels et anciens font l'objet de mandats d'arrêt et de procédures par défaut de la part de la Fédération de Russie du fait de leur travail judiciaire. En outre, 8 de nos juges, ainsi que notre procureur et les 2 procureurs adjoints de cette Cour, ont fait l'objet de sanctions individuelles dans le cadre d'un décret présidentiel du gouvernement américain, simplement pour avoir à travailler à l'accomplissement de leur mandat dans le cadre du statut de Rome. Le procureur et les élus de cette Cour ont été ciblés personnellement et ils ont fait preuve d'un engagement sans relâche et un attachement à leur mission. Votre leadership est un exemple pour nous et c'est une source de motivation pour nous tous qui travaillons avec vous pour nous acquitter de notre mandat judiciaire. Il s'agit là d'une nouvelle dynamique dans laquelle notre institution doit opérer, ainsi que l'ensemble du système de la paix et de la sécurité internationale et des droits humains aux échelons nationaux, régionaux et internationaux. En faisant face à cette dynamique changeante, la Cour doit prendre un certain nombre de mesures importantes afin de protéger notre capacité à continuer à faire notre travail sans entrave. Cela dit, il y aura des interruptions. Et c'est justement parce que le mandat que nous a confié le statut de Rome et la communauté internationale n'ont jamais été aussi pertinents ni aussi importants pour les victimes et les communautés affectées. Et par conséquent, nous devons continuer notre travail. Notre résilience institutionnelle n'est possible que grâce au dévouement et à l'engagement sans relâche et la détermination de nos élus, de notre personnel, y compris les équipes des conseils, ici à La Haye et sur le terrain. Jour après jour, ils donnent plus de pouvoir et de force à notre institution et rendent notre mandat plus tangible. Nous sommes également reconnaissants envers les professionnels invités et envers les stagiaires qui consacrent leur temps à soutenir les travaux de cette Cour. Tout cela pour dire qu'en dépit des pressions qui pèsent sur nous, la Cour continuera à obtenir des résultats. Les enquêtes se poursuivent, les audiences ont lieu, les victimes participent, les arrestations, les mandats d'arrêt sont exécutés. Il y a eu 2 arrestations l'année dernière. Et grâce à l'Allemagne, pour son excellente coopération, nous avons pu recevoir un nouveau détenu. L'année 2025 a été marquée par une augmentation considérable des activités judiciaires de la Cour, comme l'a dit clairement Madame la Présidente et la procureure adjointe. En 2025, nous devons continuer à renforcer notre coopération pour concrétiser les décisions et les jugements rendus par les juges. L'arrestation et la remise des suspects en fuite sont importants pour le mandat de la Cour. Nous continuons également de trouver des synergies et nous travaillons en interne pour rendre la Cour aussi efficace que possible, notamment en élaborant le premier plan stratégique à l'échelle de la Cour, de concert avec le Fonds profit des victimes. Et nous continuons à renforcer notre travail avec le Fonds profit des victimes pour le soutenir dans l'exécution de son mandat très important pour les réparations. La mise en œuvre des plans de réparation est importante pour la légitimité de la Cour et pour assurer notre présence auprès des communautés affectées.
par les crimes dont la Cour a à connaître. Nous continuerons à prendre toutes les mesures possibles avec les États parties pour renforcer le cadre sécuritaire de la Cour, pour protéger les informations confidentielles et pour protéger nos élus, nos juges, notre personnel, ainsi que nos bureaux, pour maintenir et préserver l'intégrité et l'indépendance de notre mandat judiciaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, la résilience, ce n'est pas une réaction temporaire aux circonstances. Il s'agit d'une condition permanente de la CPI. S'il est vrai qu'aujourd'hui, la valeur qui sous-tend l'ordre mondial fondé sur des règles est remise en cause, il est de notre devoir de rester ferme, car il est essentiel pour les victimes que nous représentons que nous le fassions. La justice n'est pas censée être quelque chose de confortable. La justice nous confronte aux chapitres les plus sombres de notre humanité commune, et elle exige une action de notre part. Alors même que le silence pourrait être plus confortable. La justice est aussi le fondement du progrès. C'est la condition pour une véritable paix et pour protéger les droits humains. Nous commençons une nouvelle année judiciaire et moi je m'engage en tant que greffier à continuer à travailler avec vous tous dans la poursuite de cet objectif. Je voudrais également saisir cette occasion pour exprimer toute notre gratitude aux États parties. Merci pour votre soutien continu. Je veux également remercier les organisations de la société civile, notre personnel, nos collaborateurs pour la confiance, le soutien et l'engagement, le dévouement qui nous a permis de nous acquitter de notre mandat, d'avoir un impact et d'être pertinent. La promesse du statut de Rome est l'existence d'une Cour pénale internationale permanente, établie pour les générations actuelles et futures. Et c'est justement ce qui guide notre résilience commune. Merci. I thank the registrar for his remarks. Je remercie le greffier pour son discours et je vais maintenant inviter l'ensemble folk Pas ici pour un second intermède musical.
I'd like Je tiens à remercier l'ensemble Folk Pazizi qui ont embelli de leur voix la cérémonie d'aujourd'hui. Et je tiens également à remercier les membres de la municipalité de Poti qui sont avec nous aujourd'hui en salle d'audience pour le rôle important qu'ils ont joué en rendant possible cette représentation. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre invité d'honneur et intervenant principal, son Excellence César Ernesto Salazar Grande, président de la Cour centra-américaine de justice, qui a été créée pour régler les différends entre États dans le système d'intégration d'Amérique centrale. Le président de la Cour, M. Salazar, ressortissant du Salvador, est juge à la Cour centra-américaine de justice depuis l'année 2016. Monsieur le Président, nous nous réjouissons d'ores et déjà d'entendre votre discours. Vous avez la parole. Honorable Madame la Présidente Tomoko Akane, Mesdames et Messieurs les juges de la Cour, Monsieur le greffier, Mesdames et Messieurs les greffiers adjoints, Mesdames et Messieurs les juges ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, la Cour centra-américaine de justice a été créée par le protocole de Tegucigalpa en 1991. Elle a pour objet de veiller à la bonne interprétation et à l'application correcte des normes juridiques du système d'intégration centra-américain. L'un des objectifs fondamentaux du système d'intégration centra-américain établi par le Belize, El Salvador, le Guatemala et le Honduras, ainsi que le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama et la République dominicaine, est le respect des principes et des finalités de la Charte des Nations unies et de la Charte de l'Organisation des États d'Amérique. Le traité cadre de sécurité démocratique de l'Amérique centrale, signé en 1995, reconnaît également l'importance que les pouvoirs publics, les forces armées et de sécurité publique orientent leur action selon les principes et recommandations contenus dans les résolutions des Nations unies, tels que les principes fondamentaux relatifs à la protection des victimes, des personnes soumises à toute forme de détention, des mineurs privés de liberté et à la protection de toutes les personnes contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le système d'intégration centra-américain dispose de son propre modèle de sécurité démocratique, ainsi que de traités contre le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent et le crime transnational organisé, qui font partie de l'ordre juridique du SICA et relèvent donc de la compétence de la Cour centra-américaine de justice pour leur interprétation et leur application. C'est dans le cadre du droit communautaire et de la sécurité démocratique régionale qu'il est possible de mieux comprendre le rôle que jouent les différents modèles de protection juridique. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, il n'existe qu'un droit et qu'une seule justice. Il est fondamental de rappeler que le droit et la justice ne sauraient être morcelés ni par les frontières, ni par l'interaction des ordres juridiques, ni par l'existence de divers niveaux juridictionnels. Les systèmes de protection juridique nationaux sont en première ligne dès lors qu'il s'agit de veiller au droit et à la protection juridictionnelle dans leur ressort. Les systèmes régionaux
de protection juridique sont quant à eux une nécessité pour garantir une protection juridictionnelle intégrale au-delà des ordres juridiques nationaux dans une communauté d'États. Les systèmes régionaux, tels que la Cour de justice de l'Union européenne, le tribunal de la communauté andine, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la Cour de justice des Caraïbes ou la Cour centraméricaine de justice, entre autres, ont pour fonction de veiller à la justice commune. Néanmoins, cette architecture juridique se heurte à des limites structurelles qui conditionnent son efficacité. La souveraineté et le principe de territorialité ont toujours constitué une limite à la poursuite et à l'application effective du droit et de la justice. C'est pourquoi, au niveau mondial, les systèmes de protection juridique internationale, tels que celui de la Cour internationale de justice ou de la Cour pénale internationale, naissent de la nécessité d'une juridiction universelle garantissant une justice universelle. Car, comme je l'ai dit au début, il n'existe qu'un seul droit et il n'existe qu'une seule et unique justice. De ce point de vue, la responsabilité des États dans le renforcement institutionnel des juridictions internationales revêt une importance particulière. Il est compréhensible que des tensions se fassent ressentir face à cette responsabilité internationale, particulièrement durant des périodes sensibles, comme les périodes préélectorales et de haute sensibilité politique. Dans ces contextes, des tribunaux conçus comme piliers de la démocratie et de l'état de droit peuvent rencontrer des résistances, même de la part de leurs États membres, voire se voir opposer certains États. Ainsi, les juridictions internationales connaissent des problèmes et des besoins similaires. Les solutions doivent donc également être communes et doivent être envisagées dans un esprit de coopération et de solidarité en faveur de la paix, de la justice et du développement. Mesdames et messieurs, enfin, à titre de réflexion, je souhaiterais partager avec vous une considération qui me semble être fondamentale. Face à une géopolitique globale, la réponse doit être une justice universelle globale, une justice unique. Unissons-nous. Nous devons être conscients, premièrement, de notre engagement envers les principes et objectifs contenus dans la Charte des Nations Unies et dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme. Deuxièmement, de la nécessité d'un dialogue permanent entre tribunaux internationaux et régionaux permettant la coopération judiciaire, l'échange d'expériences et de critères juridiques pertinents pour une protection judiciaire effective. Troisièmement, que notre seul objectif est de promouvoir la paix et la justice. Madame la Présidente, pour le bon fonctionnement, l'intégrité et la stabilité institutionnelle de nos institutions internationales et régionales, nous avons besoin 1. De l'existence de cadres législatifs appropriés pour remplir ces hautes fonctions juridiques et judiciaires. Nous avons besoin, deuxièmement, d'indépendance, d'un budget stable, suffisant et autonome. Nous avons besoin d'assurance de responsabilité civile pour les juges. Nous avons besoin d'élections et de processus de sélection des juges qui sont transparents et basés sur le mérite. Nous avons besoin que les juridictions aient la possibilité de déterminer leurs propres compétences et que celles-ci soient reconnues. Nous avons besoin de la collaboration et de la responsabilité partagée des juges nationaux, notamment pour l'exécution de nos arrêts. Nous avons besoin d'un dialogue jurisprudentiel entre institutions qui permet donc
l'échange entre juridictions. Nous avons besoin d'un parquet international renforcé. Mais nous devons également rendre des jugements en temps opportun, éviter les recours visant à échapper à la justice. Dans ce cadre général de coopération et de justice internationale, je me permets de rappeler que la Cour centra-américaine de justice est un tribunal international du système d'intégration centra-américain et qu'elle a manifesté son intérêt à obtenir le statut d'observateur auprès des Nations Unies avec un représentant spécial à New York avec qui nous maintenons une relation de coopération. La Cour pénale internationale, pour sa part, avec ses 125 États membres des Nations Unies, maintient une coopération étroite avec le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale de l'ONU. Je souhaite rappeler devant cette Cour pénale internationale, réunie aujourd'hui dans l'historique ville de La Haye, aux Pays-Bas, l'avancée importante que représente pour notre travail la nomination d'un envoyé spécial devant l'ONU, devant le Conseil de sécurité. En l'occurrence, il s'agit de M. David Balsa-Goudris, qui a participé depuis octobre 2022 aux travaux du Conseil de sécurité et qui représente notre cour. Le parcours de plus de 25 ans de M. Goudris dans les institutions à New York, Bruxelles, Genève, au Caire, ainsi que ses nombreuses missions diplomatiques et de coopération complexes menées dans des zones de conflit comme les Balkans, le Moyen-Orient, le Caucase, l'Extrême-Orient et bien entendu en Amérique du Sud et dans la région des Caraïbes, et maintenant qui travaille pour le SICA, témoigne de la légitimité de sa désignation. Et pour la Cour, eh bien, nous sommes très fiers de respecter les principes de la Charte des Nations Unies et du travail réalisé par le Conseil de sécurité. Comme je vous l'ai expliqué, notre envoyé spécial, lors de son intervention à New York devant le Conseil de la sécurité le 19 août 2025, a insisté sur le fait que le SICA continuera à promouvoir le respect de la Charte de l'ONU dans les pays d'Amérique centrale, ainsi que les protocoles et traités fondateurs du système d'intégration centra-américain. Je souhaite souligner le travail fructueux en faveur de la promotion du droit international et du respect de la Charte des Nations Unies de la République du Panama. État partie de la Cour pénale internationale, en rappelant que c'est dans la ville de Panama que fut signé en 1993 le statut de la Cour centra-américaine de justice. Qu'il me soit permis de souligner devant la Cour pénale internationale le rôle de la République du Panama et de son ambassadeur et représentant permanent Eloy Alfaro Alba, diplomate panaméen chevronné, avec un engagement ferme en matière de droits de l'homme durant la présidence mensuelle d'août 2025 du Conseil de sécurité de l'ONU, où il a inscrit à l'ordre du jour de cet organe suprême 2 débats importants sur la violence sexuelle contre les femmes dans les conflits armés, ainsi que sur le droit maritime face aux actes mettant en péril la sécurité des routes commerciales et des passagers au niveau international. La Cour centra-américaine de justice suit avec une profonde préoccupation la détresse humanitaire causée par les conflits armés à travers le monde. Nous souhaitons exprimer notre solidarité avec nos collègues de la Cour pénale internationale qui ont été l'objet d'injustes sanctions pour leur rôle dans des procédures judiciaires, alors que leur mission consiste à veiller au respect de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Je souhaite réaffirmer, en tant que président de la Cour centra-américaine de justice, notre gratitude pour le travail et la coopération avec l'Amérique centrale du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, des agences également des Nations Unies,
avec une attention particulière à l'Alliance des civilisations et son haut représentant, M. Miguel Ángel Moratinos, ainsi qu'à l'auguste Cour internationale de justice, présidée par le juge Yuji Iwasawa. Madame la Présidente, mes vœux de paix, de droit et de justice s'adressent à vous et à la Cour. Je vous remercie. President Salazar. Monsieur le Président Salazar, merci infiniment pour votre allocution très inspirante. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous en sommes arrivés à la fin de cette session solennelle. Dans un instant, nous aurons la possibilité d'avoir des discussions informelles dans le lobby de la Cour où sera servi du café, du thé et des petites collations. Avant de conclure, je souhaiterais vous inviter à repenser au magnifique chœur que nous avons entendu aujourd'hui. Lorsque l'on écoute chaque partie individuellement, elle ne présente peut-être pas la plus belle qualité sonore, mais lorsque les différentes voix se rejoignent, elles se transforment en un chant splendide, comme ceux que nous avons entendus aujourd'hui. Ce qui demeure, ce n'est pas la subordination des voix en une seule mélodie, mais plutôt la coexistence harmonieuse de voix distinctes, chacune respectée en tant que telle. Le message que j'en tire est que beaucoup de choses peuvent être accomplies lorsque nous travaillons en harmonie. Et ce, même si nous avons individuellement des rôles différents au sein de notre cœur. Ou justement, à cause de ces différences. En effet, le travail de la CPI lui-même ne peut être réalisé que si des personnes différentes collaborent, chacune jouant son propre rôle pour créer cette harmonie que l'on appelle la justice pénale internationale. Cela vaut également dans des contextes plus larges. C'est pourquoi je souhaiterais conclure cette audience solennelle en réitérant mon appel à l'unité. Car la tâche essentielle de défendre la justice et l'état de droit ne peut être accomplie que si nous agissons collectivement, conscients des différents rôles que nous jouons les uns et les autres. La Cour poursuivra son mandat en 2026, travaillant côte à côte avec nos partenaires. Merci infiniment. À présent, je déclare ouverte l'année judiciaire 2026 de la Cour pénale internationale. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.